Alors je vais vous balader dans le sommeil, dans tous ses états et dans toute la terminologie du sommeil que l'on utilise tous les jours. C'est pas bien. Et donc on va se balader de la malédiction d'Ondine au bras de Morphée. Morphée, vous le voyez ici, c'est cet homme ailé et qui va être en train de se balader d'homme en homme, et vous allez voir d'où vient le nom. Ondine, vous la voyez ici, avec son ondin. Vous connaissez la malédiction d'Ondine, on va la définir dans le mythe. Alors j'aime bien cette phrase de Félix Lope de Vega, qui était quand même un très grand nom de la littérature au XVIe siècle. Humbles et puissants sont égaux tant que dure leur sommeil. Est-ce que c'est si vrai? Héraclite d'Éphèse, en moins 5 siècles avant Jésus-Christ, disait: les hommes s'éveillent, éveillés, n'ont qu'un monde, mais les hommes endormis ont chacun leur monde. Alors, comment se passe le sommeil? Le sommeil, au commencement, était le chaos, et je vais vous balader dans la cosmogonie. Je vais vous balader dans la cosmogonie grecque, la théogonie d'Hésiode, qui a regroupé toute la pensée grecque, toute la projection de la Terre vers le cosmos, c'est ce qu'on appelle la cosmogonie. Le chaos primordial, c'est chaos. Le chaos, littéralement, ça veut dire la béance, la faille. Ça vient du grec kaino, qui veut dire bé, être grand ouvert. À partir de ce chaos primordial, de ce gouffre sans fond, où l'on chute sans fin, qui précède l'origine du monde et des dieux, dans la pensée grecque, il y aura 5 divinités primordiales. Il faut bien les saisir. Gaïa, la terre, qui est assise, stable, qui s'oppose à ce fameux chaos initial. D'un côté, l'Éros, l'amour, et Tartare, le dieu des enfers. Les deux autres qui nous intéressent dans notre sommeil sont les suivantes. C'est Éreb, les ténèbres primordiales. On en a gardé ténèbres et Éreb, c'est le même mot. Nux, la nuit. Ils sont frères et sœurs dans la mythologie grecque. Ce sont des parèdres, c'est-à-dire qu'ils sont assis côte à côté. Ils sont complémentaires. Toutes les origines se situent à ce niveau-là. Pardon. Bouge pas. Nux a été largement illustré dans la pensée grecque. Et vous voyez ici l'hôtel de Pergame, un hôtel à Zeus. Nux, si vous êtes allé au Pergamon Museum dans l'île des musées à Berlin, vous retrouverez tout ça. Voici donc Pergame, donc la fameuse Asclépiade de Pergame, d'où est issu Galien, et Nux, une statue du XIXe siècle, avec Nux la nuit et son fils Hypnos. Ce qui est intéressant après dans la pensée grecque, c'est que Nux va engendrer, non pas créer, ça rappelle des éléments de certaines cosmogonies chrétiennes, engendre avec Éreb, éther, la lumière céleste, c'est-à-dire la puissance, la vie, c'est le soleil, et éméra, le jour. Vous voyez les deux éléments. D'un côté, vous avez l'énergie, de l'autre côté, vous avez la lumière. C'est la lumière qui nous sert à faire le rythme veille-sommeil. La demeure de Nux, c'est au-delà de l'Atlas, l'extrême ouest, aux colonnes d'Hercule, Gibraltar, Djebel Tariq, la montagne de Tariq, c'est le terme d'origine arabe. Donc, aux colonnes d'Hercule, la demeure à l'ouest, complètement à l'ouest, se retrouve Atlas. Elle va engendrer avec Atlas les fameuses Hespérides. Ce sont les gardiennes des pommes d'or, et vous connaissez ce fameux jardin des Hespérides, où Hercule est descendu et puis est remonté. Autre mythe, la descente dans l'au-delà et du retour, mythe également chrétien. Les Hespérides, c'était les gardiens des pommes d'or, et vous voyez qu'en grec, Hespéra, ça veut dire le soir, c'est là où le soleil se couche, c'est donc l'ouest. Et donc on a déjà cette dualité jour-nuit, le nyctémère, ça vient de là. Vous avez vu que là, tout d'abord, on avait une création par engendrement, éther, éméra, et maintenant on va avoir une création par division, c'est comme les paramécies. Vous voyez que le mythe n'est pas le même, la puissance des divinités sous-jacentes n'est plus la même. Ce sont Moïra, la destinée, et les Moïraï, ce sont les portions de destin assignées à chaque homme. Les fameuses Moïra, les fameuses Parques, les fameuses bienveillantes de Benjamin Little, c'est Cloto, la fileuse, l'Achésis, la réparatrice qui enroule le fil de la vie, et Atropos, l'implacable qui va couper le fil. On en a gardé Atropine, A privatif, Tropaine, la roue de la vie va s'arrêter quand elle veut la couper. Ce sont donc les 3 Moïra, les 3 parcs. Voilà les parcs dans 2 tableaux, un que vous retrouvez au musée de la Renaissance à Paris, à côté de la Sorbonne, au milieu de la Sorbonne, et là un autre tableau du XVIIIe siècle. Également par Francisco Goya, vous voyez les 3 parcs avec chacune leur attribut, dont une, Atropa, qui a ce ciseau pour couper le fil de la vie.
Création par division. Et vous allez voir que dans ce mythe grec, toute la vie va être décrite. Moros, c'est la mort violente. Oïsès, l'auteur fétide, c'est la misère. On allait garder les Ozen en ORL. Némésis, la vengeance et la justice divine. Les Érémies, ce sont les divinités persécutrices. Iris, la discorde, Lyssa, la colère, et Kat, la déesse de la sorcellerie. Kérès, les esprits des morts violentes. Styx, le fleuve des enfers. Tout ça, c'est des créations à partir de Nyx. Dira, la vieillesse, tiens. Philothèse, l'amour sexuel, par opposition à Eros, qui était engendré. Momos, le sarcasme, Apathé, la tromperie, Delos, la ruse, et Charon, le noger des enfers. Toute la vie sur Terre était projetée dans ce ciel, dans cette cosmogonie, et toujours à partir de la nuit. Vous voyez que la nuit portait conseil. Elle va engendrer, et là, on rejoint notre plan d'intérêt le plus profond, elle va engendrer avec Éreb son frère, Éreb les ténèbres primordiales, elle va engendrer des frères jumeaux, Hypnos et Thanatos. Hypnos, le sommeil, que nous disons bien, nous, hypnologues, et Thanatos, la mort, mais la mort naturelle. Tout à l'heure, on avait vu la mort violente. À partir de cela, j'avais produit ce petit papier, ce éditorial. Au commencement était le sommeil, et je m'étais permis de dire, le sommeil serait-il à l'origine de notre être? Serait-il l'origine de notre moi? Faudrait-il dormir pour enfin créer notre autonomie? Puisqu'à partir de cette nuit, dans le ventre de la mère, tout le cerveau va être créé. Hypnos et Thanatos, ils sont toujours associés sur des figurations. Et vous voyez ici en aurige, avec comme s'ils étaient sur un char, un aurige de 4 chevaux, comme sur la porte de Brandebourg. Mais là, ce n'est pas des chevaux, cette fois-ci, ce sont des éléments ailés. On est dans la nuit. Et vous avez ici Nyx avec ses 2 jumeaux, Hypnos et Thanatos. Hypnos et Thanatos, représentation romaine, ce sont des statues romaines gravées dans le marbre qui au départ étaient des statues en bronze. Vous savez que Rome a fait des copies dans le marbre du bronze grec. La meilleure preuve, c'est quand il va falloir à une statue rajouter un petit élément pour faire tenir la statue, parce qu'au départ elle était creuse en bronze, c'était coulé, c'était à la cire perdue, et quand on va la mettre en marbre, gravé dans le marbre, ça vient de là, et bien la statue tomberait parce qu'elle pèse de tout son poids de marbre. Et là, vous avez Hypnos, c'est facile à voir, c'est celui de gauche, bien sûr, tandis que Thanatos a tous les éléments de la mort, avec Perséphone, l'épouse d'Hadès, qui sert d'urne funéraire pour les cendres du futur mort, l'objet contendant qui est dans la main gauche, et la flamme que l'on éteint dans la main droite. Est-ce qu'Hypnos et Thanatos sont si différents quand on voyait ces 2 personnages sur un tableau du 19e siècle? Qui va nous dire qui est Hypnos? Qui va nous dire qui est Thanatos? Est-ce que la blancheur c'est le cadavre? Est-ce que la rigidité cadavérique est de l'autre côté? Je vous laisse choisir. Albert Cohen disait dans le livre de ma mère, le sommeil a les avantages de la mort, et il rajoutait, sans son petit inconvénient. Je suis d'accord avec lui. Le mythe de Sarpédon. Le mythe de Sarpédon, c'est le fils d'Europe qui est mort à Troie. À Troie, sur les remparts de Troie, Iliade et l'Odyssée, Hypnos va en récupérer, Thanatos avec son frère, le corps de Sarpédon, qui est le fils d'Europe, qui nous a donné le nom de notre Europe, et vont le rapporter à sa mère Europe en Lycie. Et vous les voyez toujours associés dans là c'est un tableau du 19e siècle, mais quand vous reprenez toute l'Antiquité grecque, vous allez les retrouver, en particulier ici sur des poteries grecques, donc du sud de la Grèce. Hypnos et Thanatos, ils sont toujours associés, et ils vont relever les corps des champs de bataille, par exemple. Et vous voyez ici Apollon, Hermès, avec ces symboles bien connus. Et là, on était donc 6 siècles avant Jésus-Christ, moins 600. Rappelons que Hippocrate, c'est moins 400, et Périclès, moins 500. Hypnos, alias somnus en latin, a une importance descendance, et elle est bien sûr onirique, s'agissant du sommeil. Mais pourquoi? Parce que les oneirois en grec, ce sont les songes. Il est dans la tradition grecque de rappeler qu'il y a 1000 enfants, dont Morphée, et nous y voici. Morphée, c'est celui qui reproduit les formes. Et on en a gardé polymorphe, morphéique, etc. Et donc, ce qui est aussi très intéressant dans le mythe grec, c'est qu'il était engendré avec Nyx, sa propre mère. Hypnos est donc le père et le frère de Morphée. Vous savez que dans le cosmos grec, on a reproduit les choses de la Terre. Un Morphée si polymorphe, caressant le dormeur avec une fleur de pavot, Morphée donne forme à ses rêves. Et l'opium, le suc du pavot, crée d'autres rêves, et la morphine, ça vient de là, en sera la quintessence, la 5e essence thérapeutique. Et vous retrouvez ce tableau que j'avais mis tout à l'heure, le somnophérein, le portage du sommeil par des somnifères qui sont des fleurs de pavot. C'est la nuit avec son Nyx, avec son fils Hypnos qui distribue le sommeil.
Je vous ai dit de la malédiction d'Ondine au bras de Morphée, je l'ai fait à l'envers, mais la malédiction d'Ondine, c'est quoi? Les nymphes, des nymphes à Ondine, sont divinités féminines de la nature. Nymphée, ça veut dire jeune fille en grec. On avait des nymphes terrestres, des épigées autour de la terre, et des nymphes aquatiques, les hydriades, et les nymphes célestes qu'on connaît bien avec la Pléiade, la fameuse collection de la Pléiade, ça vient de là. C'est donc céleste. Les amadriades, les dryades, ce sont des épigées qui sont terrestres, et c'est ce qui fait qu'il est de tradition de dire que dans la tradition druidique, par exemple, elles étaient dans l'écorce du chêne, ce qui donnait toute la symbolique mythologique du chêne. Et dans les nymphes aquatiques qui nous intéressent pour Ondine, eh bien, ce sont les Aliades, les Naïades et les Océanides, dont le nom latin va être Ondin, Ondine et Nyx chez les anglo-saxons. Jean Giraudoux a repris ce conte inspiré du conte romantique allemand de la Motte Fouquet sur le thème de la Nyx, donc de l'Ondine, repris dans Ondine, la pièce de Giraudoux, qui a été créée le 24 avril 1939, date difficile, hein, et donc avec Madeleine Oseret en rôle-titre, au fameux théâtre de l'Athénée de Louis Jouvet. Et c'est de là qu'est parti ce terme de la malédiction d'Ondine. Pourquoi? Parce que dans le mythe, cette Ondine, nymphe donc immortelle, est amoureuse d'un chevalier mortel. Ondine va accepter qu'il soit condamné, s'il lui est infidèle, à mourir en oubliant de respirer pendant son sommeil, et on en a créé le syndrome d'Ondine, c'est-à-dire l'anomalie respiratoire, parce qu'il y a un défect au niveau donc cybernétique de la commande à l'oxygène à l'endormissement. Rappelons-nous que Hypnos, le médecin, il va falloir penser, je vous en avais parlé le premier jour, nous sommes des penseurs, puisque nous sommes des médecins, ceux qui pensent, qui évaluent le pour et le contre, qui pouvons méditer, qui vont remédier avec un médicament évitant l'irrémédiable. Donc je dirais que ce médecin sera un hypnologue avec son outil technique qui s'appellera la polyhypnographie, en respectant ainsi les profondeurs de ses origines sémantiques. Merci. Je ne pensais pas que le sommeil pouvait inspirer autant.